Alors, le projet est coordonné, il s'appelle Active PCP, et le projet est coordonné par Signio. Les acheteurs publics sont quatre, et les acheteurs publics qui sont impliqués dans ce projet, et Kemea comme acheteur principal, agissant au nom de la police hellénique, le service d'incendie et de secours de Lituanie, le service d'incendie de Dortmund, venant d'Allemagne, ainsi que le service d'incendie de Chypre. Et les consortiums comprennent également les trésors de la République de Chypre, Corvers Gris et Corvers Procurement Services. Et alors, il y a sept partenaires dans ce projet et trois entités affiliées et venant de sept pays: Grèce, Autriche, Pays-Bas, Espagne, Lituanie, Allemagne et Chypre. Et le projet, il durait de novembre 2025 jusqu'au octobre de 2028. On va continuer avec l'ordre du jour de la session et nous commencerons par une brève introduction, les remarques d'ouverture, suivies d'une présentation du projet Active PCP et incluant sa justification, le scénario et les exigences que nous avons développées jusqu'à ce moment. Et nous poursuivrons avec une explication du processus PCP et de la plateforme qu'on va utiliser. Et puis une présentation des objectifs et des activités de la consultation ouverte du marché. Ensuite, nous partagerons le résultat de l'analyse de l'état de l'art avant de passer à une session interactive. Et nous conclurons enfin par les conclusions et les prochaines étapes du projet. Et dans cette dispo, vous pouvez voir la vision générale de notre projet qui est de révolutionner la sécurité de première intervenante. Les équipements de protection individuelle, ou EPI, comme on peut dire, ne présentent pas certaines caractéristiques et fonctionnalités importantes qui revêtent une importance croissante pour les intervenants. Et le projet Active PCP vise à pallier aux lacunes critiques des équipements de protection individuelle destinés aux premiers intervenants dans le but d'améliorer leur sécurité, leur efficacité opérationnelle et leur capacité d'adaptation face à des menaces en constante évolution, notamment les incidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, NRBC. Et c'est un des plus importants aspects de notre projet. Ces menaces peuvent résulter de situations telles que des attentats terroristes ou des accidents impliquant de marchandises dangereuses. Les équipements de protection individuelle destinés aux premiers intervenants sur le lieu sont essentiels pour gérer efficacement de tels incidents. Le projet s'appuie sur l'approche des achats publics avant commercialisation ou des achats prix commerciaux, comme on peut dire. C'est une terminologie légale de l'Union européenne pour stimuler l'innovation dans les domaines des EPI en mettant l'accent sur le scénario impliquant des risques multiples. Et dans la prochaine diapositive, vous pourrez voir les équipements de protection individuelle et puis existence. Et ici, aujourd'hui, ces solutions sont généralement, on peut dire, conçues pour des priorités de protection spécifiques. Par exemple, la protection thermomécanique pour les incendies, la protection chimique pour des substances dangereuses. Cependant, leur capacité ne se récupère que très partiellement, ce qui crée des lacunes de termes de protection globale, on peut dire. De plus, ces équipements ne sont pas toujours adaptés à l'ensemble de menaces et peuvent être
pratiques, difficiles à utiliser ou peu confortables au quotidien. Enfin, leur utilisation nécessite souvent du personnel hautement qualifié, notamment dans des environnements opérationnels complexes. Et alors, vous pouvez voir que les solutions existantes sont conçues avec de priorités de protection différentes et leur capacité de protection ne se recoupe que de manière limitée. Et il y a quelques inconvénients que nous voulons améliorer ou adresser avec notre projet. Et à partir de ces constats, le projet se concentre sur plusieurs domaines d'innovation clés. Et dans ces diapositives, vous pouvez voir le domaine d'innovation principaux. Et, l'objectif est de développer des solutions capables de couvrir un large éventail de risques plutôt que de traiter de menaces de manière isolée. Un accent particulier est mis sur l'intégration de technologies, notamment pour le suivi en temps réel, afin d'améliorer la sécurité et la connaissance de la situation sur le terrain. Enfin, l'amélioration de l'ergonomie et du confort est essentielle afin de garantir une utilisation durable dans des conditions opérationnelles exigeantes. Alors, vous pouvez voir ici trois domaines d'innovation très importants pour notre projet. Le développement d'une solution textile tout risque, la surveillance en temps réel intégrée aux EPI, aux équipements protectifs individuels, et les fonctionnalités améliorées en matière d'ergonomie et de confort. Et en complément des accès précédents, le projet met également l'accent sur la durabilité et la facilité d'utilisation de solutions. Et l'objectif est de réduire les contraintes opérationnelles, notamment en limitant le besoin de maintenance et de décontamination. Et par ailleurs, la capacité d'adaptation des équipements est essentielle afin d'assurer leur utilisation dans des contextes variés et évolutifs. Enfin, une attention particulière est portée à la conformité avec les normes et les réglementations européennes afin de garantir une utilisation sécurisée et harmonisée, notamment dans des contextes transfrontaliers. Et alors, vous pouvez voir trois domaines d'innovation en plus de les autres qu'on on a présentés. Et nous voulons matériaux durables et nécessitant un peu d'entretien. Et la conception adaptive et modulaire pour une polyvalence et une portabilité optimale et le respect des nouvelles normes et évolutions de la réglementation. Et maintenant, à partir, vous pouvez voir les objectifs du projet Active PCP et la protection contre le risque multiple et les notions d'adaptabilité et polyvalence et la notion d'interopérabilité et les concepts d'utilisabilité, confort et mobilité, la sécurité des intervenants et perception situationnelle qui sont croissants pour le projet et la résilience et la durabilité. À partir de domaines d'innovation que nous avons présentés, et nous venons de présenter les projets visent à atteindre plusieurs objectifs clés, on peut dire. Tout d'abord, s'agit de renforcer la protection de premiers intervenants face à des environnements de plus en plus complexes et multirisques. En parallèle,
une attention particulière est portée à l'amélioration du confort et de la mobilité afin de soutenir de performances opérationnelles et durables. Le projet vise également à développer des solutions plus adaptables et polyvalentes, capables de répondre à différents scénarios sans nécessiter de changements fréquents d'équipement. Et ces notions peuvent sauver un peu du temps pour les intervenants. Et enfin, l'accent est mis sur la sécurité, l'interopérabilité et la durabilité d'une perspective européenne à long terme. Et dans cette diapositive, vous pouvez voir la vision du projet ActivePCP et quelques graphiques qu'on a créés et quelques images. Et il illustre le lien direct entre le menace auquel les premiers intervenants sont confrontés et les besoins en équipement de protection individuelle. L'objectif est de montrer comment ces risques se traduisent concrètement en exigences fonctionnelles pour l'équipement protectif individuel. Sur la partie gauche de la diapositive, on retrouve la principale catégorie de menaces. Et il s'agit tout d'abord de menaces liées à la chaleur, par exemple lors d'incendies. Ensuite, l'exposition à des liquides qui peut inclure des substances dangereuses et contaminantes. On identifie également le risque mécanique et physique, comme les chocs, les impacts ou les blessures. Et enfin, le menace NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de menaces différentes qu'on veut adresser avec le projet, la solution qui va développer dans ce projet. Et tous ces environnements qu'on a présentés sont particulièrement complexes et dangereux. Ces menaces se matérialisent, on peut dire, dans différents types de scénarios opérationnels. Par exemple, les incendies de forêt, les inondations ou encore le tempête qui relèvent de catastrophes naturelles, mais aussi de situations liées à la sécurité, comme les attaques terroristes, ou encore des événements majeurs tels que le tremblement de terre. Ces exemples montrent la diversité et la complexité des contextes d'intervention. Comme vous pouvez voir au centre de la diapositive, ces menaces se traduisent directement en besoins spécifiques en matière d'équipement. Et il existe donc une relation claire entre les risques identifiés par notre consortium et les caractéristiques que doivent intégrer le GPI, les équipements protectifs individuels. Sur la partie droite sont présentés les principaux besoins identifiés pour l'équipement de protection individuelle. Tout d'abord, l'imperméabilité est essentielle pour protéger contre le liquide et les contaminants eh, qu'on a présenté il y a quelques minutes. Ensuite, la protection thermique qui est cruciale dans les environnements à forte chaleur, comme les incendies. Le suivi physiologique est également un élément clé pour notre projet, permettant de surveiller en temps réel l'état de santé des intervenants. La résistance aux coupures et aux impacts est nécessaire pour faire face aux risques mécaniques. Et ensuite, on retrouve également la capacité à offrir une protection contre l'ensemble des risques, notamment NRBC qu'on a
qu'on a dit dans une approche dite au hasard ou tout risque. Et enfin, il y a les caractéristiques qui ont lié avec la compatibilité et avec la mobilité et les systèmes de communication qui sont essentiels pour garantir l'efficacité opérationnelle sur le terrain pour les intervenants. Et en résumé, cette image illustre que les EPI doivent évoluer pour répondre à des menaces de plus en plus complexes et variées. Et il ne s'agit plus de répondre à un seul type de risque, mais de développer des solutions intégrées capables de protéger efficacement dans des contextes multirisques. Et c'est précisément ce que vise le projet Active PCP. Et voilà le différents scénarios provisionnels, on peut dire. Ils ne sont pas définitifs. Vous pouvez, de scénarios qu'on a développés avec notre consortium et les GHT publics. Et il y a un scénario, par exemple, axé sur la sécurité et la sûreté. Et il y a des autres scénarios axés sur la sûreté seulement ou la sécurité. Et vous pouvez voir de description de ce scénario, quelques risques de sécurité, quelques risques de sûreté. Et toutes les informations que vous pouvez voir sont incluses dans le document OMC de la consultation ouverte du marché. Par exemple, il y a un scénario 1, il y a un festival et la dispersion de produits chimiques par drone. Et la description de ces scénarios, lors d'un festival en plein air, plusieurs spectateurs ressentent soudainement une irritation des yeux, de voies respiratoires à proximité de la scène. Et la cause n'est pas claire dans un premier temps, mais le spectateur aperçoit des drones survolant les sites du festival et dispersant les substances inconnues. Alors, dans ces cas, dans ces scénarios, il y a des risques de sécurité et il y a des risques de sûreté. Et par exemple, une attaque coordonnée par des drones, et il y a la possibilité d'un grand nombre de drones, et il y a la possibilité de motifs terroristes ou extrémistes, et il y a le risque de dommages collatéraux, de panique généralisée sont les risques qui sont liés avec l'aspect de la sécurité, mais il y a des risques liés avec l'aspect la notion de sûreté, comme l'exposition à des substances toxiques en suspension dans l'air. Et le coût de chaleur, il y a encore l'aspect d'évacuation retardée et le risque de contamination à grande échelle. Et dans la même manière, vous pouvez voir les autres scénarios en plus détail. Et si vous allez au site web de notre projet et si vous avez le temps de lire le document de la consultation vers du marché. Et après, vous pouvez voir quelques exigences du projet Active PCP. Il y a des exemples provisoires. Mais nous présentons aujourd'hui des exemples d'exigences développées dans le cadre du projet et pour comprendre notre objectif et qu'est-ce que nous voulons atteindre. Ces exigences sont directement dérivées de scénarios d'usage, des besoins identifiés avec le GHTR, le cadre GHTR public et elle vise à orienter le développement des solutions innovantes. Et tout d'abord, il y a le menace NRBC qui constitue un élément central
et il concerne le niveau de protection attendu. Et l'objectif est d'aller au-delà de standards actuels en intégrant cette protection directement dans l'uniforme opérationnel standard et en garantissant son efficacité de les premières phases d'intervention, même avant que le danger ne soit pleinement identifié. C'est là est particulièrement important dans le cas des menaces NRBC et où le temps de réaction qui est critique dans ces scénarios. Ensuite, une attention particulière est portée aux risques liés à la chaleur et à la température. Et par exemple, nous voulons une solution qui peut intégrer un système de régulation thermique actif ou passif afin de maintenir une température corporelle centrale sur pendant les opérations NRBC pouvant durer plusieurs heures. Mais il y a des exigences différentes qui sont liées avec ces risques thermiques, on peut dire. Et ensuite, il y a quelques exigences qui sont liées à l'exposition au liquide. Les solutions doivent intégrer, on peut dire, ou utiliser de matériaux respirants qui régulent efficacement la chaleur et la humidité, permettant ainsi de prolonger les opérations sans risque et de stress thermique. Et dans le même ordre d'idées, la gestion de la chaleur et de l'humidité est également essentielle. Et c'est pourquoi on a dit qu'il y a des exigences multiples qui sont liées avec ces risques. Et après ça, il y a les exigences qui couvrent des menaces physiques ou des menaces mécaniques. Les équipements doivent offrir une protection contre des risques concrets tels que les coupures, les attaques avant objets tranchants ou des autres formes de violence physique qui peuvent survenir lors de certaines interventions. Un autre aspect fondamental concerne la mobilité et l'opérabilité. Les épis doivent être conçus avec de matériaux souples et extensibles permettant de protéger efficacement l'utilisateur sans limiter sa liberté de mouvement. C'est là indispensable pour garantir une efficacité opérationnelle sur le terrain. De plus, les solutions doivent être pleinement compatibles avec les autres équipements utilisés par les premiers intervenants, notamment le dispositif de détection et les équipements complémentaires. Cette compatibilité est essentielle pour assurer une intégration fluide dans les opérations. Et enfin, un dernier point clé concerne la gestion de données. Les solutions intégrant de technologies de suivi ou de capteurs devront garantir le respect total règlement, de règles qui sont liées avec le données personnelles, notamment en ce qui concerne les données biométriques d'exposition et de localisation. Cela inclut des exigences fortes en matière de sécurité et de confidentialité, alors ainsi que d'interopérabilité. En résumé, ces exigences qui sont provisoires, il faut que je dise ça, et ces exigences montrent que nous ne recherchons pas simplement une amélioration marginale des solutions existantes, mais bien une approche intégrée
capable de répondre à des environnements opérationnels complexes et à des risques multiples. Et après mon présentation, je voudrais donner la parole à ma collègue Eleni Yanou pour présenter le phase du projet Active PCP et la procédure d'appel d'offres. Merci pour votre attention. Merci bien, Spiragelos. Mille merci à tous et à toutes pour votre présence. Alors, dans les diapositives suivantes, on va plonger dans les phases du projet Active PCP et la procédure d'appel des offres. Tout d'abord, je voudrais bien souligner que le processus sera finalisé et bien sûr approuvé par le groupe des acheteurs publics et tous les aspects finaux et bien détaillés seront ensuite communiqués et inclus aux documents respectifs. Tout d'abord, on commence par les définitions et la rationale des achats publics d'innovation. Qu'est-ce que c'est un achat public d'innovation et pourquoi on utilise cet outil pour les achats publics? Alors, les achats publics, on a deux outils. On a les achats publics de pré-commercialisation, PCP, est une approche de la commande publique axée sur l'acquisition des services de recherche et de développement. Et cette utile est utilisé quand la solution n'existe pas encore et l'acheteur public finance de l'R&D sur mesure. À l'autre côté, les achats publics d'innovation, PPI, est une approche de la commande publique axée sur l'acquisition de solutions innovantes proches de la commercialisation ou déjà commercialisées en petite série. L'innovation est déjà sur la marché en petite série, comme j'ai déjà mentionné, ou facilement adaptable. Et en ce cas, l'acheteur public agit comme un premier client pour déployer la solution à plus grande échelle. Je voudrais aussi souligner que notre projet est Active PCP et bien sûr en PCP et qu'il n'y a aucune garantie qu'un PPI suivra. Cela sera décidé ensuite, ultérieurement, si certains des acheteurs publics sont intéressés. Comment ça fonctionne? Diapositive suivante, s'il vous plaît, Sperangelos. Alors, on continue par comment cette procédure fonctionne. Sur cette diapositive, vous voyez les phases d'un processus PCP, en commençant de la phase 0, la phase préparatoire, et en suivre vers l'exécution de 3 phases. La première phase qui est la phase de conception des solutions. La deuxième phase, c'est la phase de prototypage. Et la troisième phase, c'est le développement original et test. Un PCP, comme vous voyez ici, se déroule en respectant les principes, bien sûr, fondamentaux. Et en chaque étape, le nombre de fournisseurs est réduit, permettant une sélection progressive des solutions qui sont les plus prometteuses. Les PCP permettent donc le partage de risques entre le secteur public et la marché et aussi offrent des bénéfices liés aux droits de propriété intellectuelle. Je veux expliquer plus en détail dans une diapositive suivante sur le régime des droits de propriété intellectuelle. Qui sont issus de la R&D. Les fournisseurs conservent la propriété des droits de propriété intellectuelle, tandis que les acheteurs publics obtiennent des droits d'utilisation et de licence. Au contraire, au marché public classique qui vise l'acquisition des solutions existantes, le PCP permet aux autorités publiques de financer et co-développer des solutions innovantes adaptées à leurs besoins spécifiques. Diapositive suivante, s'il te plaît, Spiragelos.
Comme on a expliqué à la diapositive précédente, un PCP est une approche concurrentielle en plusieurs phases. Plus concrètement, et pour notre projet Active PCP, on commence bien sûr par la première phase, qui est la phase de conception des solutions, de l'architecture des solutions et spécifications techniques basées sur les besoins des acheteurs publics, les cas de l'utilisation et les modèles de processus. On prévoit attribuer des contrats à 6 fournisseurs et comme résultat attendu, on fixe la démonstration de la faisabilité technique, financière et commerciale, l'élaboration de la conception de la solution et la définition de l'approche. Bien sûr, on attend un rapport détaillé décrivant la solution et un plan détaillé pour les activités de prototypage pour la deuxième phase qui est la phase suivante et de test aux phases 2 et 3. On prévoit une durée de 4 mois et un budget total maximal pour cette phase de 350 000 euros. Les offres, comme à chaque phase, seront classées selon le rapport qualité-prix. Et les contrats seront attribués jusqu'à ce que le budget restant pour cette phase soit suffisant pour attribuer un contrat le meilleur appel des offres suivants. Ensuite, on a la deuxième phase, c'est la phase du prototypage et du développement des systèmes prototypes en 2 itérations. Dans le cadre de cette phase, on prévoit d'attribuer 4 contrats à 4 fournisseurs qui seront bien sûr les mieux évalués dans le cadre de la phase précédente. Les résultats attendus sont le développement, démonstration et validation des prototypes en conditions de laboratoire, spécification du prototype de la première version du prototype, aussi démonstration de la deuxième version du prototype, et aussi on attend de recevoir le plan pour le testing pour la phase suivante. Cette phase aura une durée de 10 mois et un budget maximal total de 1 800 000. Même pour cette phase-là, les offres seront classées selon le rapport qualité-prix et les contrats seront attribués jusqu'à ce que le budget restant pour cette phase soit suffisant pour contracter le meilleur appel d'offres suivant. Et dans le cadre de notre dernière phase, la troisième phase, on prévoit là le développement original et la validation et test. On va tester un volume limité de services dans les conditions réelles. On prévoit d'attribuer des contrats à 2 fournisseurs et les résultats attendus sont la mise en œuvre des sites pilotes, l'évaluation globale et vérification aussi du succès et aussi la prévision des coûts et bénéfices mis en jour, incluant aussi un plan des affaires préliminaires. La durée de cette phase sera 8 mois et le budget total maximal pour cette phase-là est 1 500 000 euros. Les mêmes aussi clauses s'appliquent à cette phase-là. Les offres seront classées selon le rapport qualité-prix et les contrats seront attribués jusqu'à le budget de cette phase restant
pour cette phase sont insuffisants pour attribuer un contrat au meilleur appel d'offres qui suit. En PCP. Un PCP, alors, est un cas gagnant-gagnant, win-win pour tous. Il y a des avantages même pour les contribuables, les acheteurs et aussi pour les fournisseurs. Pour les contribuables, on peut contester qu'il y aura un accès à des meilleurs services publics et une société bien sûr plus innovante et compétitive à l'échelle mondiale. Aussi, comme processus est plus attractif pour l'investissement étranger et on aussi constate une demande accrue d'emploi. Pour les acheteurs, les solutions dont l'acheteur a besoin sont bien procurées et on peut constater aussi l'amélioration de la qualité des services, une connaissance d'avantages et des inconvénients des solutions alternatives, comme c'est un processus concurrentiel, et aussi les acheteurs choisissent la meilleure option. Aussi, il y a des avantages pour le fournisseur, comme PCP offre des opportunités dans un secteur ou d'entrer sur un nouveau marché. Aussi, on peut constater la conservation de la propriété intellectuelle, les droits que j'ai déjà mentionné et je veux expliquer plus en détail dans un des diapositives suivants. Test dans des conditions réelles et aussi raccourcir le délai de mise sur le marché pour les produits et les services innovants. Sur cette diapositive, vous pouvez bien voir le niveau de l'échelle de maturité technologique. Pour notre première phase, on attend un niveau d'atteindre le niveau 3 ou 4. Et bien continuer à la phase suivante, à la deuxième phase, en TRL 5 à 6, bien en concluant avec la dernière phase où on voudrait bien avoir en TRL 7 ou même 8. Ici, sur cette diapositive, on présente même en clarité toute la méthodologie pas à pas qu'on a suivie pendant notre Active PCP projet. Maintenant, on est à la phase préparatoire, comme Spyragelos a déjà dit. En fait, on collecte les informations afin de finaliser notre document d'appel des offres et bien continuer avec la publication de l'appel des offres. Alors, la procédure d'appel des offres sera bien communiquée dans les documents relatifs, comme j'ai déjà mentionné. Diapositive suivante, Spyragelos, s'il te plaît. Alors, on prévoit aussi une soumission électronique via un portal dédié. Dans les prochaines diapositives, on va bien expliquer la plateforme qu'on va utiliser. On prévoit aussi des sections différentes, une section administrative, une section technique où on attend une offre technique et bien une section financière là où les fournisseurs vont soumettre leur offre financière. On prévoit plus ou moins 2 mois une période pour la soumission des offres et bien sûr, comme la langue officielle de notre projet est anglais, toutes les offres seront soumises en anglais.
En ce qui concerne la visibilité et l'évaluation, tout d'abord, je voudrais bien souligner que la participation est ouverte à tous, à égalité de conditions, à tous les types d'opérateurs établis et contrôlés depuis les États membres de l'Union européenne ou même les pays associés au programme Horizon Europe. Euh, Chaque fournisseur peut soumettre en offre, même en consortia ou comme en prestataire seul. Alors, il y a la possibilité de répondre en consortia ou en tant qu'entité propre. Et la participation à cette com est volontaire. Ce n'est pas une condition préalable pour participer à l'appel des offres. Et toutes les dispositions concernant l'exclusion, la sélection et les critères et processus d'attribution seront finalisés et communiqués, inclus dans les documents des appels des offres quand l'appel des offres sera publié. Et aussi, comme j'ai déjà expliqué pendant chaque phase, on va bien évaluer les offres basées sur le ratio qualité-prix qui favorise aussi, qui bien favorise les critères de qualité. Pendant l'implémentation, l'exécution de notre actif PCP, et après avoir évalué et choisi les meilleurs appels des offres, on prévoit aussi le contrôle des prestations fournies ainsi que les grandes étapes du projet. Et dans le cadre d'Active PCP, des accords cadres et des contrats spécifiques pour chaque phase seront signés parmi Kemea et comme acheteur principal, insistant au nom de la police hellénique, du service d'incendie et de sécurité de Lituanie, du service incendie de Dortmund, ainsi que du service incendie de Chypre. Aussi, dans le cadre et au cours de notre projet, on prévoit aussi la surveillance de chaque phase. La mise en œuvre du contrat sera suivie périodiquement et sera examinée par rapport aux résultats attendus. Alors, jalons, livrables et résultats pour chaque phase. Et dernièrement, on définit aussi des critères de complétion pour l'accomplissement satisfaisant, et aussi des jalons et des livrables. Ce sera une exigence pour le paiement des fournisseurs et aussi pour la réussite et les conditions préalables pour passer d'une phase à l'autre. Sur cette diapositive, on va parler un petit peu sur les droits des propriétaires intellectuels. Alors, comme je déjà mentionné, tout d'abord, on doit souligner que même les droits des propriétaires intellectuels seront bien clarifiés dans les documents relatifs à l'appel des offres. En tout cas, on prévoit des dispositions où les fournisseurs conservent la propriété des droits de propriétaires intellectuels et au contraire, les acheteurs publics obtiennent des droits d'utilisation et des licences gratuites. Ici, on vous donne une idée sur la chronologie de Active PCP. On a déjà commencé par la publication de l'avis de marché dans e-Notices. Ça, c'était au mois de février. Et maintenant, on continue avec la consultation du marché ouvert
depuis du mois d'avril jusqu'à maintenant. Et on va continuer avec l'appel aux offres. On prévoit comme date préliminaire le mois de juillet. Ensuite, on prévoit une période de soumission de dossiers. Comme j'ai déjà mentionné, ça va durer à peu près 2 mois. Et ensuite, on commence avec l'exécution de la première phase au mois d'octobre et en continuant avec la deuxième phase au mois de mars 2027 et concluant par la troisième phase en 2028. En disant ça, ça c'était de ma part. Alors je donne la parole à Spiragello, je crois. Mille merci Merci pour beaucoup. votre attention. Merci beaucoup, Eleni, pour ton présentation. Et maintenant, on va continuer avec la présentation et quelques informations essentielles pour la plateforme de passation de marché d'innovation qu'on va utiliser dans le cadre de notre projet. Et sur cette diapositive, vous pouvez voir la plateforme d'innovation de JASA Innovant que nous utiliserons tout au long du projet Active PCP. Cette plateforme constitue l'outil central pour toutes les interactions avec le marché. Tout d'abord, il est important de souligner que tous les fournisseurs intéressés devront s'enregistrer sur cette plateforme. L'inscription est une étape obligatoire afin de pouvoir accéder aux informations et participer au processus lui-même. Et comme indiqué ici, vous trouverez l'option Register as Supplier qui vous permettra de créer votre compte individuel et le compte de votre entreprise. Ensuite, l'ensemble du processus de soumission des offres se déroulera directement sur cette plateforme. Cela signifie que toutes les propositions, documents et échanges liés à l'appel d'offres devront être déposés exclusivement via cet outil. Aucun autre canal ne sera utilisé pour la soumission officielle. Un autre élément important est la fonctionnalité de matchmaking. Et cette plateforme permet aux fournisseurs d'entrer en contact entre eux ou avec d'autres acteurs du marché. Cela peut être particulièrement utile pour créer de partenariats ou soumettre des offres conjointes. Des instructions détaillées sur l'utilisation de la plateforme seront disponibles dans les guides que nous vous présenterons à la fin de cette session. Vous pourrez également retrouver toutes ces informations sur le site web du projet ActivePCP. Et en résumé, cette plateforme, les points d'entrée uniques pour participer au projet. Il est donc essentiel de s'y enregistrer et de se familiariser avec ses fonctionnements. Et elle garantit un processus transparent, structuré et entièrement numérique pour la procédure et c'est très important pour être compliant avec le principe de l'Union européenne. Et maintenant, je vous présenterai les objectifs, les activités de la consultation du marché et pourquoi on fait une consultation vers du marché et quelle est sa fonctionnalité, on peut dire, et qu'est-ce qu'une consultation vers du marché. Alors, commençons avec la définition de COM, de consultation vers du marché. Généralement, avant de lancer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicataires ou
acheteurs publics, on peut dire plus simplement, peuvent mener de consultations de marché en vue de préparer le marché, d'informer et les opérateurs économiques de leurs projets et de leur existence. Et ils peuvent être provisoires dans ces moments temporels. Et en matière de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut également solliciter ou accepter les conseils d'experts ou des autorités indépendantes ou encore d'acteurs du marché. Ces conseils peuvent être utilisés par la planification et la conduite de la procédure de la passation des marchés, à condition qu'il n'ait pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraîne pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence. Et c'est très important ici, ces points-là, parce que le faussement de la concurrence et la violation de principes de non-discrimination et de transparence ne peut pas être accepté. En substance, une consultation ouverte du marché est un dialogue entre les acheteurs différents et le marché, au cours duquel les acheteurs sollicitent l'avis du marché afin d'évaluer sa capacité à répondre à leurs besoins. Alors, dans le cadre de ces dialogues, les acheteurs peuvent comprendre ce que le marché peut offrir, fournir, on peut dire, et le marché peut comprendre mieux l'exigence d'un projet particulier comme les projets actifs PCP. Et pourquoi est-il important de consulter le marché comme de acheteurs publics? Parce qu'une consultation ouverte du marché permettra de déterminer si les besoins peuvent être satisfaits par une solution commerciale déjà disponible au marché ou s'il est nécessaire de recourir à la recherche et développement, comme en cas de PCP, ou à une innovation proche du marché avec une procédure PPI comme ma collègue Eleni a présenté dans le diapositive précédente. Et lorsque la solution au besoin n'est pas immédiatement disponible, la consultation ouverte du marché aidera l'acheteur public à choisir la forme appropriée de passation du marché d'innovation. Mais si la recherche et le développement restent nécessaires pour répondre aux besoins de l'acheteur public, en PCP, en achat euh, pré-commerciaux, on peut dire, et les choix appropriés éventuellement suivis d'une achat de solutions innovantes. S'il existe déjà des solutions innovantes adaptées proches du marché qui ont déjà franchi les stades de la recherche et développement et sont prêts à être déployés commercialement par un client de lancement et en procédure d'achat de solutions innovantes et les choix appropriés. Et voici, vous pouvez voir l'objectif de la consultation ouverte du marché. Généralement, la consultation du marché revêt une importance particulière à plusieurs égards. Et il vous permet de récupérer le données avec l'analyse de marché précédente. Et la terminologie propre est SOTAN, State of the Art Analysis, contribue à valider le potentiel d'innovation du besoin et permet d'examiner la viabilité et l'acceptation par les marchés des dispositions ou fonctionnalités techniques et financières envisageables. Et la com, la consultation vers du marché, peut sensibiliser les secteurs, le parti prenant concerné, y compris les autres utilisateurs, au futur PCP, au futur appel d'offres. Et
La com peut recueillir les avis des acteurs du secteur ou de parties prenantes concernées afin d'affiner le cahier des charges. Et après, ici, nous présentons les activités de la consultation ouverte du marché. Et ils sont le principal activité de notre consultation. Et tout d'abord, chaque actionnaire public de notre groupe a organisé des événements nationaux dans sa langue locale afin d'assurer une large participation. En complément, un événement international hybride a été organisé en anglais pour réunir les acteurs du marché. Enfin, le questionnaire RFI, qui est un utile clé pour requérir de retours structurés et que nous détaillerons dans les prochaines diapositives. Et je devrais souligner ici l'importance de ce questionnaire. Et je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre à ces questionnaires pour nous présenter votre avis sur les exigences du projet et sur le projet Active PCP généralement. Et voilà les calendriers des activités de la com, de la consultation vers du marché. Et le processus a débuté par la publication du PIN en février. Et PIN est l'avis de pré-information et sur la plateforme TED. Et en mars, on a suivi avec la publication, le lancement du document de la consultation ouverte du marché et du questionnaire RFI en ligne. Et pendant le fin d'avril, plusieurs webinaires nationaux ont été organisés en différentes langues, comme on a présenté dans le diapositive précédente. Dans le mai 7, un événement international hybride s'est tenu à Bruxelles et on a utilisé tous ces événements pour créer ce dialogue qu'on a présenté avec la marché entre les acheteurs publics du projet Active PCP et le marché. La date limite pour répondre au questionnaire est fixée au 24 mai et le rapport OMC sera publié à la fin, au fin du mai, marquant également la clôture officielle du processus. Et voici, vous pouvez voir pour encore une fois les dates limites pour la soumission de réponses. Et votre réponse sont extrêmement utiles pour nous et pour le processus. Généralement, qu'est-ce qu'un RFI questionnaire? Le questionnaire des demandes d'information, comme on peut dire, joue un rôle central dans la phase de consultation ouverte. Et il sert de méthode structurée pour recueillir des informations sur le marché avant le lancement officiel d'une procédure de passation de marché. Et tout en aidant le acheteur public à déterminer s'il convient de lancer un marché et les cas échéants, comme le faire, y compris en ce qui concerne les options de marché axé sur l'innovation. Le questionnaire des demandes d'information sont considérés comme des instruments non contraignants et c'est très important et alors je dois les souligner. La participation à une demande d'information n'entraîne aucune obligation juridique ni pour le pouvoir adjudicateur ni pour le répondant. Elle permet au contraire aux différentes parties d'explorer l'ensemble de besoins et des exigences et des solutions potentielles dans un cadre ouvert et exploratoire. Et pour vous donner une image
de sections différentes du questionnaire de demande d'information et nous vous demandons de questions concernant l'information générale de votre entreprise et ils sont liés avec le défi du projet Active PCP. On décrit le besoin et on demande quelques questions liées avec le besoin et les domaines d'innovation clés que nous avons présentés il y a quelques minutes. Et on demande des questions qui sont liées avec quelques défis plus généraux et quelques obstacles dans le cadre du projet. Et il y a des questions concernant l'évaluation de technologies existantes, des informations diverses concernant vos activités. Et voilà, vous pouvez voir tous les événements différents dans le cadre de la consultation vers du marché du projet Active PCP. Ouais, on conclut généralement les activités de l'ACOM. Et alors, cette diapositive n'est pas très importante pour vous maintenant. Et maintenant, je continuerai avec la présentation de résultats de l'analyse de l'état de l'art. Pour étayer nos recherches sur l'état de l'art, nous avons utilisé un outil d'analyse qui s'appelle Epilitics LexisNexis, dans lequel nous avons saisi le mot-clé indiqué à gauche, comme PPE, CBRN, Chemical Biological Protection Suite, etc. Et ces mots-clés ont été choisis par l'utilisateur final et reflètent mieux ces cas d'utilisation qui sont plus relevants pour le projet. À droite, vous pouvez voir deux exemples de requêtes dans lesquelles plusieurs mots-clés ont été combinés lors de notre recherche. Alors, à gauche, vous pouvez voir les mots-clés et à droite, vous pouvez voir les exemples de requêtes. Au total, nous avons exporté plus de 3000 4000 brevets et, ont été exportés. Après avoir éliminé le doublon, nous avons analysé plus de 3200 brevets. Ces brevets ont été classés en deux ensembles de données, l'un européen et l'autre mondial. En nous concentrant sur l'Europe, nous avons analysé plus de 470 brevets, dont 97 ont été identifiés comme présentant un intérêt particulier pour les projets actifs PCP. À partir de ce 97 brevets, nous avons extrait 188 technologies pertinentes. Les avons regroupées en fonction de la phase de crise et du type de danger. Cette approche nous permet d'évaluer le niveau de maturité technologique et de technologies et de solutions qui sont disponibles au marché, ainsi que d'identifier le lacune, le limite potentiel des solutions actuelles. Et vous pouvez voir quelques exemples de technologies identifiées. Les technologies pertinentes ont été extraites de brevets européens présélectionnés, et ce qui a permis d'identifier, et comme je vous avais dit, 188 technologies distinctes liées au projet Active PCP, telles que les technologies relatives aux équipements de protection individuelle ou EPI, et à la surveillance en temps réel et au système de la sécurité basé sur l'intelligence artificielle destinée aux interventions d'urgence et aux environnements dangereux dans le cadre de la gestion de catastrophes et des scénarios NRBC, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
Et il y a quelques exemples de ces technologies qui sont présentées dans le tableau ci-dessus que vous pouvez voir. Par exemple, le système de surveillance de capteurs des EPI et de l'analyse en temps réel du statut des utilisateurs ou la génération d'alertes en temps réel, système de surveillance des EPI intégrant de capteurs. Alors maintenant, vous pouvez voir le 10 meilleurs candidats. Et la description figurant dans le graphique, c'est rapport aux données européennes. Nous avons toutefois inclus des données mondiales afin de fournir un contexte complet, on peut dire, sans toutefois y ajouter de description détaillée. Ces graphiques présentent le principaux, on peut dire, de posants sur la base de brevets présélectionnés. La description ci-dessus fournit des informations complémentaires et explique le contenu de diapositives que vous pouvez voir. Il y a le 10 principaux candidats et le brevet sélectionné dans l'Union européenne. Et il y a le graphique avec le 10 principaux candidats et le brevet présélectionné et dans un niveau mondial, on peut dire. Et vous pouvez voir la compatibilité avec le marché de solutions de tous le fournisseur. Et après, vous pouvez voir la maturité de leur technologie. Et voici, vous pouvez voir l'évolution du paysage de brevets au fil du temps. Et l'activité affiche une tendance générale à l'os avec quelques fluctuations au cours de la période. Après une augmentation initiale, le niveau se stabilise brièvement avant de connaître un pic marqué à mi-parcours. S'ensuit une baisse puis une reprise régulière qui a conduit au niveau le plus élevé de ces dernières années. Et vous pouvez voir deux images. Une image est liée avec l'Union européenne et l'autre image est liée avec le marché mondial. Et dans ce diapositive, vous pouvez voir le tendance du marché. Il y a des descriptions figurant dans les graphiques qui se rapportent aux données européennes. Mais les données mondiales ont également été incluses afin de fournir, comme je dis, un contexte complet et sans pour autant faire l'objet de descriptions détaillées. Et vous pouvez voir l'activité globale de l'ensemble des secteurs suit une trajectoire fluctuante, mais globalement ascendante. Après une hausse initiale, l'activité connaît un bref recul avant de rebondir en milieu de période. S'ensuit un niveau fléchissement, puis une reprise forte et soutenue ces dernières années qui a permis d'atteindre de niveaux records. La contribution de différents segments varie au fil du temps. Et certains secteurs affichent une croissance régulière, tandis que d'autres sont soumis à une plus grande volatilité. Ces dernières années, plusieurs segments se sont développés simultanément et tirant ainsi la croissance globale vers le haut. Et c'est la dernière diapositive concernant la recherche de l'état de l'art. Et il est lié avec la géographie et, qui est lié avec les données européennes et les données mondiales qu'on a trouvées pendant notre recherche. En Europe, l'Allemagne est en tête et se distinguant comme le pays le plus actif de la région. Mais l'Espagne et la Belgique, qui affichent toutes deux une participation régulière constituant un deuxième groupe de contributeurs.
D'autres pays européens, naturellement, apportent une contribution moindre, ce qui se traduit par une répartition plus large mais moins intense de l'activité de la région, de l'Union européenne. Et vous pouvez voir dans le deuxième image, dans le deuxième graphique, que Chine et les États-Unis sont très actifs dans un niveau mondial. Et quelques conclusions et points clés à retenir de la présentation de la recherche de l'état de l'art, bien qu'un certain nombre de solutions et de produits potentiels aient été identifiés, il est évident qu'il ne répond pas pleinement aux exigences définies dans le cadre du projet Active PCP. Si certaines options traitent des aspects particuliers du défi, elles ne parviennent pas à répondre à l'ensemble des exigences définies. Une évaluation préliminaire de niveau de maturité technologique a été réalisée, indiquant que la plupart des technologies disponibles au marché se situe actuellement au niveau TRL, niveau de maturité technologique 6 ou 7, ce qui correspond à une phase de validation dans des environnements pertinents, mais pas encore à une pleine maturité commerciale. À ce stade, il convient de souligner qu'aucune solution actuellement disponible sur le marché ne répond de manière exhaustive aux défis du projet Active PCP, ce qui met en évidence un potentiel d'innovation considérable. Dans ce contexte, l'adoption d'une approche PCP s'est justifiée pleinement comme moyen de stimuler le développement de solutions répondant à ces besoins non satisfaits. Alors, il y a les conclusions et les prochaines étapes de notre projet. Et le projet Active PCP vise à mieux cerner les capacités du marché, sa maturité et son potentiel d'innovation afin de combler les lacunes critiques en matière d'équipements de protection individuelle pour les premiers intervenants confrontés à des menaces de plus en plus complexes, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle. Et généralement, la participation à la com était volontaire, mais la consultation ouverte du marché est un processus exploratoire comme nous avons dit, non contraignant, destiné à recueillir des contributions structurées de la part des fournisseurs de technologies et d'organismes de recherche d'innovateurs. Les contributions recueillies via le questionnaire de demande d'information, RFI, et les événements de la consultation ouverte sur le marché aideront le groupe d'acheteurs publics à valider et affiner les exigences fonctionnelles, à évaluer la faisabilité et la maturité technologique et à identifier le risque et les lacunes et les opportunités d'innovation qu'il y a au marché. Et finalement, la participation à la consultation ouverte du marché ne confère aucun avantage, comme nous avons dit, ni inconvénient pour les futures procédures de passation de marché. Et vous pouvez voir ici le prochaine étape de notre projet. Pour encore une fois, vous pouvez voir le date limite pour la soumission de réponses au questionnaire. Et si vous voulez, votre avis est très utile pour nous. Et le questionnaire va conclure à 24 mai 2026. Et vous pouvez répondre au questionnaire des demandes d'information ou finaliser vos réponses avant la date limite. Et il y a quelques actions menées par les consortiums, par notre part, et nous allons analyser et synthétiser le retour d'informations provenant du marché, et nous allons rédiger et publier le rapport de la consultation ouverte du marché, résumant les conclusions afin de le mois de mai. Et vous pouvez
comprendre qu'il y a quelques résultats déviants par les consultations vers du marché. On va finaliser la stratégie d'approvisionnement avec la clôture officielle de la consultation vers du marché. On va préciser les exigences techniques et fonctionnelles et on va préparer les dossiers d'appel de l'offre pour les futurs PCP. Et finalement, toutes les nouvelles seront communiquées via le site web du projet d'Active PCP et le canon officiel. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez voir notre site web pour euh, plusieurs informations, le canon officiel, par exemple, à la plateforme LinkedIn. Merci pour votre attention et merci pour être avec nous aujourd'hui.